bienvenue à la Baracou. Je propose Stéphane d'aller prendre le petit-déj. J'aurais peut-être rencontré les propriétaires de ce chouette établissement. Ah, c'est la faveur de pique-nique. Katrina, merci de nous avoir reçus ici donc à la Maison des Randonnées. Avec plaisir. On est à Véret. Ouais. Et quelle est l'origine de cet établissement? Parce que c'est tout neuf, on voit bien que c'est tout neuf. Donc du coup, ça a ouvert en 2021, juste post-Covid. Donc c'est vraiment tout récent. Ça aurait dû ouvrir pour le Vendée Globe, le dernier Vendée Globe, mais bon, le Covid s'est invité dans la partie, donc ça s'est décalé. Mais voilà, on va attaquer la 3e saison ici. Donc sur ce super outil de travail que l'Agglo des Sables nous a mis en place. Oui, ça appartient à l'agglomération des Sables d'Olonne. Donc c'est un projet initial qui a été lancé par la communauté Ozens-Verton à l'époque, qui regroupait les communes de l'île d'Olonne, Sainte-Foy-Véret, donc qui a été après additionné à l'agglomération sablaise, qui a repris ce projet. En fait, ici, on appelait ça la borderie Guédon, en fait. Guédon, c'était le nom du propriétaire de cette petite maison. Et à l'origine, donc, c'était une habitation, une bâtisse de fin 1800, qui était une petite ferme, une petite métairie vraiment, qui était en autonomie, où en fait tous les bâtiments en pierre qu'on peut voir étaient des bâtiments existants. Une partie des bâtiments était détruite pour faire place au parking, mais je pense qu'il y a plusieurs années. Nous, ici, on est dans la partie boulangerie. C'est pour ça qu'on a un vieux four ici où chacun, dans les villages, oui. Ça se faisait beaucoup. Ouais. Chacun venait avec son pain. Venait, même à Pâques, faire cuire ses fions, ses gâches, ses foisses, etc., faire cuire son pain. Donc, c'était vraiment la boulangerie. Il y avait le grenier à grains donc à l'étage. Et puis sur cette autre partie, c'est la partie habitation où pouvaient vivre 2 voire 3 générations. Et puis les autres bâtiments abritaient les animaux, les vaches, les cochons, les poules après étaient dans la cour. Et sur les terrains qui sont juste à côté, c'était le potager, etc. Donc voilà, c'était vraiment une toute petite ferme. Borderie, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup sur le bord de mer, en fait, qui identifie toutes ces petites fermes vraiment indépendantes. Donc voilà l'origine de ce bâtiment. Mais c'est génial en fait d'avoir conservé parce que en fait vous auriez pu acheter l'espace, tout casser pour bâtir du neuf. C'était vraiment l'idée, c'était de conserver ce patrimoine de la commune, préserver ses pierres en fait, et puis l'authenticité du bâtiment tout simplement. Toi et ton mari, aujourd'hui vous gérez donc cette borderie. Comment êtes-vous arrivés ici? Comment on est arrivé ici? Nous, ça fait 15 ans qu'on est sur Véret déjà, donc on gère le restaurant du village depuis 15 ans, qui fait hôtel également. Et puis, depuis, on s'est bien installé dans la commune, donc on a été pas mal sollicité en tant que professionnel d'hébergement et puis restaurateur pour essayer de prendre en main cette maison de la randonnée. Donc c'était un appel d'offres, on a postulé, on a été retenu par l'Agglo. Donc voilà comment on est un peu, pour faire court, arrivé dans cette aventure. Donc c'est vrai que l'activité restaurant nous permet de proposer des avantages supplémentaires aux randonneurs, aux familles qui peuvent venir ici. Ça nous permet de leur fournir des petits déjeuners qu'on peut leur servir au restaurant, des pique-niques, s'ils le souhaitent, s'ils ne veulent pas s'embêter, leur emmener le dîner le soir. Voilà, donc en fait, ça permet de cumuler les 2 activités, de fournir une prestation supplémentaire aux personnes qui viennent ici. Une prestation même qui est très riche. Voilà, parce que tu dîner, déjeuner, voilà, ça peut être une pension complète en fait, en laissant quand même les gens en autonomie. Nous, on emmène leur repas, ils se débrouillent à réchauffer. Et que pour la partie petit déjeuner, on les invite à venir au restaurant. Comme ça, ils démarrent la journée tranquillement, ils prennent le temps de déjeuner. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent être en autonomie, donc plutôt que de mélanger ceux qu'on va servir, ceux qui vont se débrouiller, voilà, il y a une prestation supplémentaire.
comme s'ils étaient à l'hôtel. Et ils commencent leur randonnée avec 200 mètres à pied pour aller prendre le petit déjeuner à la fraîcheur du matin. Comment arrivez-vous à tout faire? Parce que, hôtel, restaurant, peut-être service traiteur, cette maison de la randonnée, comment fait-on pour... Je sais pas. Je me pose tous les jours la question. Parfois, j'imagine aussi certainement une vie de famille, comme tout bon Vendéen, une vie associative. Voilà, on y arrive en fait. On arrive à déléguer, on a su s'entourer de bonnes personnes, on a un réseau vraiment de personnes qu'on a rencontrées au fil de nos 15 années passées ici, qui, voilà, c'est qui on peut sonner, qu'on peut appeler en disant écoute... tu veux pas venir me dépanner, là j'ai un groupe qui arrive. Et puis finalement on signe un contrat à la fin et puis voilà, on arrive à déléguer et puis s'alléger la vie. J'avoue que c'est quand même compliqué. Je passe des après-midi en administratif assez costauds parce qu'il y a quand même tout un tas de contrats à suivre, bien suivre les réservations, que ce soit de l'hôtel ici, les coups de fil, la personne qui vient boire son café. Donc, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un peu tendu. Un truc qui prend 5 minutes, parfois, peut prendre 1 heure. Et aussi s'adapter à chacun, parce qu'on a compris, il y a des randonneurs qui passent ici, il y a des familles, mais au resto-bar, tu as aussi le petit monsieur de Véret qui va venir prendre son petit café tous les matins. C'est ça, c'est que voilà, la journée est bien répartie. Donc le matin, c'est mise en place du restaurant, on s'occupe des cafés. Ouais. Le midi, c'est le service jusqu'à 14h, 14h30. On prend le temps de manger un peu. Oui. Et puis après, on finit la mise en place pour pouvoir redémarrer tranquillement le lendemain. Puis l'après-midi, du coup, le resto, lui, il ferme. Et puis, on se met en mode administratif ou en mode accueil randonnée. Et puis, on passe... voilà, la journée est bien saccadée. À 19h, max, j'essaie de débaucher pour pouvoir profiter de toute la petite famille. Bien sûr, qui t'attend, qui rentre de l'école. Ouais. Ils se débrouillent, ils sont grands maintenant. Oui, ils sont grands, heureusement. Katrina, tu disais que le matin, c'était la mise en place du restaurant. Est-ce que tu crois qu'on peut avancer justement jusqu'au resto pour voir ton petit mari préparer ses bons petits plats? On peut. Allez, c'est parti. Je pense. Allez. Question. Avez-vous déjà rencontré une amoureuse de la vie? Un caractère entier, généreux et engagé? Un petit bout de femme aussi attachante que touchante? Nous avons croisé le chemin de Katrina. Et Katrina nous conduit tranquillement jusqu'à la cuisine de son chéri. Bonjour Franck. Depuis des années, Franck œuvre ici, à Véret. Tous les jours, avec amour, il mitonne plein de bons petits plats. Miam. Voilà bien un chouette couple. Un couple engagé qui a vraiment à cœur de mettre en valeur son territoire. Katrina, donc après ces 2 années écoulées pour la maison des randonnées, donc en parallèle de l'hôtel, quel regard tu as sur ces mois passés, sur les rencontres, sur cette expérience en général? On a une clientèle différente déjà entre les 2 établissements. Ici, aux voyageurs, on a une clientèle plus d'ouvriers, oui. Donc c'est des gens qui sont là dans un contexte de travail. Et puis, quand ils prennent leur petit déjeuner le matin, ils ne sont pas trop réveillés, ils n'ont pas trop envie de parler. Nous, on n'a pas trop réveillé non plus, il faut l'avouer. Oui. Alors qu'à la Borderie, on est vraiment des gens qui sont là en famille, qui sont là pour le loisir. Rares sont les professionnels qui viennent, qui viennent s'héberger là-bas. Il y en a un peu, mais effectivement, le contexte est différent. Donc du coup, on va partager vraiment notre passion de notre territoire avec les gens. Ouais. Ce qu'on fait un peu ici l'été. On le fait plus l'été, puisque les gens sont en vacances. Mais c'est vrai qu'on a plus l'occasion de partager notre expérience du territoire, de leur donner nos coups de cœur, que ce soit en termes de restauration, que ce soit en termes de balade. Et puis, quand il y a des familles, voilà, on va les orienter sur un parc d'animation particulier, dans les environs, pour pas qu'ils aient à partir trop loin. On va essayer de leur parler des choses à budget raisonnable aussi. Bien sûr. Et puis, je pense que ça sera encore plus vrai cet été. Je pense que les gens vont pas renier sur le budget vacances, mais peut-être qu'il y a des activités qui vont passer à côté. Donc, si on peut les orienter sur des activités pas chères, dans lesquelles ils peuvent prendre autant de plaisir que possible, on est là pour ça. Et c'est ça qui est... Du coup, on est un peu en vacances avec eux, même tout en travaillant. Justement, tu aimes, toi, cette notion de partage? Moi, j'aime partager l'amour de mon territoire. Quand on est local,
Quand on est sablais, chaumois en plus, chaumoise de surcroît, on aime son pays. Ouais. Et du coup, et puis on a une des plus belles baies du monde, au Sable d'Olonne, on est quand même pas loin, on est à 13 km, donc si on peut pas partager ça avec les gens, c'est un peu dommage. Et donc justement, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement? L'épanouissement, Qu'est-ce que ça... forcément, Ouais, c'est mais une au-delà. forme d'épanouissement. Quand on peut partager, c'est quand même assez épanouissant. C'est une expérience professionnelle riche aussi. C'est une expérience supplémentaire. Donc ouais, on grandit encore. Même à 44 ans, on arrive à grandir encore. Et puis, je pense que tu vas continuer à grandir même au-delà de 44 ans, parce que je pense que tu as besoin de ça. Ouais, le contact avec les gens. Ouais. Alors, je suis solitaire, mais j'aime les gens. En tout cas, je pense, Stéphane, qu'on a trouvé l'une des plus belles ambassadrices de ce territoire des Sables-d'Olonne, de cette agglomération des Sables-d'Olonne. Une sablesse, une sablesse. Une chaumoise. Une C'est chaumoise. encore Ah différent. oui, ça. Katrina, merci beaucoup. On va appeler Franck pour faire la petite photo souvenir. Ouais. Puis après, on vous laisse. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle Voilà. journée. Merci. Bonne Merci. continuation. Merci. Bientôt. Allez Stéphane, on reprend le GR. C'est parti. Cette troisième journée débute sous les meilleurs auspices. Go Stéphane. Bienveillant, Franck et Katrina nous conseillent de repartir vers le Marais. En suivant le chemin, cette nouvelle étape devrait nous conduire tranquillement jusqu'à la Chapelle-Hermier. Retenue du Jaunet. Du coup, je vois quelqu'un sur le barrage. On va peut-être pouvoir se renseigner. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Nous sommes bien au niveau du barrage du Jaunet. Oui, tout à fait, oui. Alors, je m'appelle Marion, Stéphane. Depuis quelques jours, nous sommes sur les chemins de Vendée. On part à la découverte de celles et ceux qui l'animent. Et je vois que vous partez un casque Vendéo. Donc, j'imagine que vous travaillez pour cet endroit. Oui, tout à fait. C'est bien ça? Oui. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Laurent Thérault, du coup. Laurent, est-ce que vous acceptez de nous consacrer un petit peu de temps pour nous parler de ce barrage en particulier, du Jaunet en général, Pas de des problème. problématiques de l'eau? Oui. Alors, comment s'organise un petit peu le site? Là, nous sommes sur le barrage. Alors, à ce niveau-là, nous sommes sur le barrage, effectivement, du Jaunet. On a une réserve d'eau de stockée à 3,7 millions de mètres cubes. Donc, c'est vraiment le stock d'eau brute. Ce qu'on appelle l'eau brute, c'est l'eau qui est ici présente. Et puis, donc, du coup, sur la partie basse, on a une prise d'eau avec des pompes qui renvoient l'eau dans une filière de traitement qui est située sur la partie haute du terrain, qui va aboutir à la production de l'eau potable en bout de tuyau. Est-ce que vous acceptez justement, Laurent, de nous amener visiter cet espace? Oui, pas de problème, avec plaisir. On vous suit alors? On va découvrir. C'est parti. Merci. Ici, sur une usine qui fait 46 000 mètres cubes jour en production, comme elle a une fonctionnalité saisonnière, en fait, l'hiver, on ne peut pas avoir une grosse usine qui tourne au ralenti. L'idée, c'est d'avoir deux filières séparées pour que l'hiver, on tourne un coup sur une, un coup sur l'autre, à mi-débit, en alternance. Et que par contre, dès qu'arrive cette période-ci, là, à partir de la semaine dernière, là, la production commence à monter. Et là, du coup, crescendo, on va monter à une filière à fond. Et ensuite, dès qu'il y aura besoin vraiment de gros tirages, la deuxième se met en route. Pour avoir le débit maxi, on est à 46 000 mètres cubes jour d'eau brute traitée, d'eau brute prise, donc un peu moins en eau distribuée. Et le fait d'avoir cette capacité de mi-régime fait qu'en fait, on n'a pas des trucs qui sont surdimensionnés ou qui surconsomment alors qu'il n'y a pas besoin. Parce que c'est quand même cette particularité de cette usine du Jaunet qui est prise entre des villes qui explosent en saison. Je pense au Sable, Saint-Gilles, Brême, Bretignolles. Tout à Donc fait. c'est une usine qui est particulière quand même. pour le Ouais, département. c'est des usines côtières, ça fait partie des deux usines principales côtières avec Apremont, où en fait, c'est deux usines qui doivent tourner en fait très peu l'hiver, parce qu'effectivement en termes de population c'est beaucoup moins important. Et par contre, dès qu'arrivent les mois de mai, jusqu'à début septembre, là ça explose avec des populations qui sont multipliées par 8, 10 un peu partout, quoi. Ouais. Et donc cette usine-là, elle est dimensionnée pour pouvoir répondre justement à ces fortes capacités de traitement instantané ou presque, quoi. Laurent, j'ai une question peut-être plus personnelle. Comment arrive-t-on à faire votre travail?
Quel a été votre cheminement pour arriver ici? J'ai fait une formation de traitement de l'eau en BTS. D'accord. Il y a de ça déjà un moment, parce que je suis plus tout jeune. Et le fait est que je ne suis pas arrivé à Vendéo dès le départ. J'ai d'abord travaillé dans la construction, en travaux. Donc en travaux pour faire des stations d'eau potable, entre autres, ou des stations d'épuration. Et puis au bout d'un moment, j'ai basculé fonction publique territoriale, où là, j'ai pu intégrer Vendéo pour toujours être dans les traitements et les usines. Chaque usine vendéenne a sa particularité. Moi, j'ai en tête Mervan, où nous sommes passés il y a quelques années avec Stéphane. Chaque usine vendéenne a des particularités. Il y a tout un système de traitement de l'eau potable qui est quand même récurrent. On ne réinvente pas la poudre à chaque fois. Et par contre, sur certaines usines, on a des traitements un peu spécifiques. Il y en a qui ont des ultrafiltrations, d'autres pas. C'est des traitements finaux. Il y en a qui ont des ultraviolets, d'autres pas. Après, le type de traitement qu'on va aller voir, il est récurrent sur à peu près toutes les usines. Les usines sont à peu près de toute la même année. Les mêmes années, en tout cas. C'est-à-dire ? Celle-ci, ça fait partie des plus anciennes. Elle a eu une grosse réhab en 98-99. D'accord. Il y a toute une partie de 2000-2005. Et puis ensuite, on a eu une série d'usines neuves, comme vous avez vu Mervan ou autre. Mervan, oui. Où là, celles-ci, elles ont toutes moins de 8-10 ans. Ah ouais. L'eau, elle arrive ici, dans cet ouvrage-là. C'est là que commence, ou du moins chimiquement, c'est là que commencent les premiers traitements. Ici, on fait remonter. Donc là, dans la première partie, on fait une coagulation-flocculation. Ça veut dire qu'on essaye de se faire agglomérer les particules pour qu'elles soient plus faciles à enlever. Particules solides. Une fois qu'elles se sont agglomérées avec notre réactif, on les fait flotter. Pour les faire flotter, on injecte de l'eau pressurisée en gaz. Ça fait comme quand on ouvre une bouteille de Perrier. Des bulles, elles remontent et elles commencent à écrémer les particules. Celles-ci, elles vont être raclées avec le système. Enfin, il se met en route. Okay. Le système de raclage va venir pousser tout le lit. Ouais, puis on voit bien que ça bouge. Voilà, c'est le plus sale, entre guillemets. Oui. Parce que là, on gadouille un peu. Donc là, le pont, il va se mettre à l'autre bout. Et il va venir tout racler pour que ça pousse, pour que ça tombe dans la goulotte. Pour traiter l'eau potable, on s'occupe d'abord du particulaire, pour ensuite s'occuper du physico-chimique, du dissous. Donc nouvel espace, nouvel endroit. Nouvel espace, nouvel endroit. Ici, c'est le réacteur à charbon actif. Le réacteur à charbon actif, il est primordial pour le traitement des micropolluants, des pesticides. Ici, c'est une grosse piscine. On mélange l'eau et du charbon actif en poudre. Le charbon actif en poudre, c'est de la noix de coco qui est brûlée et broyée. Et la particularité du charbon actif, c'est qu'il vient coller, il vient capter les particules de micropolluants et de pesticides. Toutes les particules. Toutes les particules. C'est une qualité physico-chimique, ça s'appelle l'absorption, avec un D, comme Denis. Et donc ici, on mélange les eaux avec le charbon actif et elles viennent dépolluer l'eau. À partir du moment où on bascule sur le côté droit de l'ouvrage, les micropolluants sont pris au piège, entre guillemets, par le charbon actif. D'accord. Le problème, c'est que du coup, on a une eau très très sale, puisque le charbon actif est noir. C'est ce qu'on voit. Et du coup, sur l'ouvrage... C'est impressionnant d'ailleurs. C'est vrai. Sur l'ouvrage de droite, on va s'organiser pour reséparer ce charbon actif et du coup garder que l'eau potable. Moi, je repense encore à l'eau qu'on avait au pied du barrage, celle qu'on vient de voir. C'est que des étapes. D'abord, les microparticules, le solide. Oui. Ensuite, le physico-chimique dissous. Et ensuite, il faut tout séparer pour ne garder que l'eau potable. Quel travail quand même pour avoir l'eau à la sortie de notre robinet. Il y a du monde qui s'en occupe, effectivement, qui s'en occupe sur l'usine pour que tout marche bien. On continue, Laurent. Ça marche. C'est parti. Comme je vous expliquais, l'eau passe du réacteur à charbon actif. Elle arrive ici, toujours en gravitaire. On n'a plus de pompe, c'est pour ça qu'on relève à un niveau. Ici, on réinjecte un polymère, ce qui va faire coller un peu les particules de charbon actif. Et la clé du sujet derrière, c'est le décanteur. Puisqu'en fait, ici, on faisait remonter les particules. Ici, on va les faire descendre. Et là, on le voit clairement. L'eau arrive par le fond. Ouais. Et on prend que les premiers centimètres de l'eau dans les goulottes. Ouais. Et c'est là où elle est la plus claire. On a des petites couleurs sur les plaques, puisque comme on est à l'air libre, on a un peu de développement algal, mais c'est traité, il n'y a pas de problématique particulière. Mais on voit bien
en surface que l'eau est parfaitement claire. Elle a été dépolluée avec le charbon actif. Elle est pure, là. À ce stade-là, on est presque potable. On a une dernière étape post-décantation, c'est les filtres à sable qui sont derrière nous. Sortie des décanteurs, on prend l'eau en surface et on les amène dans l'étape finale. La 5e, donc. La 5e, qui est en fait un procédé qui a été utilisé par les Romains depuis tout temps. C'est vraiment oui, c'est vraiment le b.a.-ba du traitement d'eau potable. C'est ce qu'on appelle des filtres à sable. Un filtre à sable, c'est une piscine. Dedans, au lieu d'avoir de l'eau, on a à peu près 1 mètre de sable. Et en fait, l'eau arrive par le dessus. Le plancher de la piscine, au lieu d'être étanche, lui, nous, on a mis des busettes, des buselures avec des petites fentes qui laissent passer l'eau, mais pas les grains de sable. Et donc, les Romains s'en servaient comme ça. On avait l'eau qui arrivait par le dessus, elle percole à travers le sable, qui a une granulométrie bien précise. Et donc, les petites particules qui peuvent rester en suspension à l'étape de décantation, quand elles passent ce lit filtrant, elles sont bloquées. Et à l'étape du plancher en fond de filtre à sable, alors là, on est potable. Il manquera la désinfection, mais à cette étape-là, on est potable. En fait, ce qui est génial, c'est que quand on vient de voir toute la modernité, la modernisation de l'usine pour le traitement des eaux, on finit ici sur un savoir-faire ancestral, en fait. Tout à fait, on peut avoir toute la technologie en amont. C'est ça. Sur toutes les usines, vous aurez à la fin des filtres à sable qui sont antiques. Laurent, merci. Est-ce qu'on peut aller dans un petit endroit que vous affectionnez, que vous aimez bien, tranquille, pour discuter plus concrètement de vous et de votre carrière à Vendéo? Si j'ai bien compris, ça fait plusieurs années quand même que vous êtes dans le métier. Ouais. Est-ce que vous sentez quand même depuis ces dernières années ou ces dernières décennies une prise de conscience de la part des populations de cette importance de l'eau? Oui, quand même, avec l'émergence des nouvelles problématiques et de quantité et de qualité, il y a eu beaucoup de communication de fait aussi dessus. Maintenant, on voit quand même bien le virage qui se prend au niveau de la population générale, entre guillemets, c'est que les gens font quand même beaucoup plus attention à la partie quantité, à la partie consommation. Le monde agricole a évolué aussi dans ce sens-là, partie qualité. Donc, non, on voit bien un virage s'amorcer depuis quand même quelques années maintenant, même si il reste des problématiques encore à gérer dans le futur, j'imagine. On verra comment ça évoluera, mais le fait est que la conscience collective est quand même active. Et on a pu, même si ça n'a jamais été non plus du grand n'importe quoi, on a quand même une prise de conscience générale qui est en route. Alors on l'a bien compris, depuis le départ, vous souhaitez travailler, vous consacrer à l'eau, donc on sent quand même une passion chez vous depuis plusieurs années. Donc comment vous recevez cette prise de conscience? Forcément, ça doit vous toucher. Ouais, c'est bien parce qu'en plus, au niveau des stations de traitement d'eau potable qu'on suit, on s'aperçoit quand même que les traitements d'il y a 20 ou 25 ans ont quand même beaucoup évolué. C'est pas anodin quand on a des eaux de barrage, elles sont quand même compliquées à traiter. Et donc, depuis effectivement depuis le temps que je travaille dans l'eau potable, effectivement, les traitements ont quand même été beaucoup plus poussés qu'au tout départ, entre guillemets, de ma carrière. J'espère qu'on arrivera à un bout un jour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit la course à la technologie et puis l'escalade aux problèmes, mais j'ai quand même bon espoir de voir changer un peu ces mentalités et donc des problématiques de quantité et surtout de qualité qui soient moins compliquées qu'il fut un temps, quoi. Laurent, je crois que nos chemins vont se séparer ici. Nous, on va poursuivre sur ce Jonner, on va se perdre sur ces rives. Merci beaucoup à vous. Si vous êtes perdu, lancez une fusée. Oui, on va lancer une fusée. Je sais que vous ne serez jamais trop loin. On vous souhaite surtout un très bel été. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Poursuivez vos missions. Bonne suite à vous aussi. Parce qu'elles sont trop importantes. À bientôt. Bonne suite à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Quelle chance, Stéphane. Mais quelle chance d'avoir pu découvrir toutes les coulisses de l'eau. Avais-tu conscience de tout ce cheminement? Incroyable.
Reprenons le GR. La rive gauche du lac offre plein de surprises. Des spectacles grandioses où faune et flore sont en symbiose. Que nous réserve la suite? Bonjour. Bonjour Cécile. Salut Marion. Comment vas-tu? Bah bien et toi? Depuis un an. Bah oui, ça fait un an. Ça fait un an, jour pour jour Ouais. quasiment. Ouais. On s'était rencontrés chez Mathieu, Oui. à Dompierre. C'est ça. Tu nous avais parlé d'une belle aventure. C'est ça. Donc c'est pourquoi avec Stéphane, on voulait vraiment venir, ou que tu viennes à notre rencontre cette année sur le chemin. Alors je vois qu'il y a des choses qui se sont concrétisées. Oui. On s'assoit? Oui, on va On s'asseoir. s'assoit? On s'assoit.